Sabrina, tu m'entends? Ça, c'est pour savoir si elle m'entend. Quoi? Ça veut dire que je n'entends pas. Ça veut dire si tu continues, ça va parler. J'ai faim. Alors moi, ça, quand je fais ça, c'est en général, je suis content. Et quand je fais ça, c'est que je refuse le dialogue. Attention, je t'ai à l'œil. Je me mords les lèvres, c'est quand je vais pleurer. Moi, je fais ça quand je suis un peu stressée. Maman, je t'aime. Surtout, ne bougez plus, sinon nos invités vont tout savoir sur vous. Nos invités sont en effet des spécialistes du comportement. Ils vont nous montrer comment chacun de nos gestes, nos mimiques, nos coiffures même sont révélateurs de notre personnalité. Un comédien a accepté aujourd'hui de servir en quelque sorte de cobaye à nos invités. Tous ces gestes vont être décryptés, analysés et je crains le pire. Je vous propose d'accueillir avec beaucoup de chaleur Jean-François Derek. Jean-François Derek, on peut vous voir tous les soirs en spectacle jusqu'à fin décembre au Palais des Glaces à Paris. On va reparler d'ailleurs d'un de vos sketchs dans ce spectacle qui nous concerne vraiment directement aujourd'hui, puisque c'est un sketch sur les gestes. Exact. Vous avez, je suppose, des tics de comportement. Vous grattez l'oreille, là. Oui, ça, je le fais tout le temps. je fais ça aussi, souvent. C'est un signe de quoi? Non, c'est parce que j'ai mangé... Non, c'est parce que j'ai mangé des fraises, ça me gratte. Oui. L'oreille, c'est quoi? Vous le faites souvent? Pareil, ça me gratte aussi, mais ça me gratte tout le temps, moi. Je vous ai vu remettre votre bonnet avant de rentrer sur le plateau. Ah oui, vous voulez savoir pourquoi? Ah ben parce que pour le mettre sur ma tête, je suis obligé de le positionner. C'est pas un signe de trac ou un signe de... Ah, de le remettre bien comme il faut. Pour conjurer le sort. C'est-à-dire parce qu'il faut que le bord arrive à une certaine distance de mes sourcils. Bien au carré. Voilà, c'est ça. D'accord, j'ai bien compris. Je suppose que, comme tout comédien qui se respecte et qui doit avoir un peu le trac avant de rentrer en scène, vous croyez justement à ces petites symboliques de gestes. On va en reparler tout au long de l'émission. Je l'ai dit, vous allez nous servir de cobaye, vous l'avez accepté, c'est très gentil à vous. Et on va tout de suite voir ce que vos gestes et nos gestes signifient auprès d'un spécialiste. C'est notre premier invité, il s'appelle Joseph Messinger. Bonjour Joseph Messinger, vous êtes écrivain, psychologue. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Le sens caché de vos gestes aux éditions First 2002. Est-ce qu'on peut vraiment deviner la personnalité des gens aux gestes qu'ils ont? Non, absolument pas. Au revoir. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Non, absolument pas. Ça serait présomptueux d'abord, parce que la personnalité de toute personne qui se trouve ici est très complexe. Et par contre, on peut voir en situation si quelqu'un est à l'aise, qui est le cas de mon voisin. Et il est à l'aise là? Oui, parce qu'il croise la droite sur la gauche. Et s'il avait fait le contraire? Je suis gaucher aussi. Hein? Je suis gaucher, il faut dire. Gaucher de la main? De la main, des pieds, de tout. J'aurais dû lui demander s'il était gaucher d'abord. Bon, s'il avait croisé l'autre jambe, là, il n'était pas à l'aise. Alors là, il est à l'aise. Mais c'est normal, on peut avoir le trac et les grands artistes, on le sait, ont souvent le trac. Comme ça, par exemple. Ça fait très gourou, par exemple. Ah oui, ouais. Il ne l'a pas fait, mais il aurait pu le faire. Ouais, il aurait pu. Donc, en fait, les gestes trahissent une attitude mentale ponctuelle. Sur le moment, vous êtes à un rendez-vous de recrutement, d'engagement, vous n'aurez pas la même attitude par rapport à la personne qui est en face de vous, qui dispose d'un pouvoir de vous engager, de vous recruter ou pas, que quand vous êtes en face d'un copain au bistrot. Ce n'est pas du tout la même attitude. Avant qu'on démarre deux, trois petites démonstrations, on peut tricher. Vous pouvez vous faire recruter par un copain au bistrot. Oui, ouais. C'est clair. Mais ça dépend pourquoi. Juste avant de rentrer en scène. On peut tricher? Ouais. Bon, eh bien, vous allez nous apprendre justement ce que cela veut dire et comment on peut tricher, parce que c'est quand même un petit peu le but du jeu. On va commencer la première démonstration, c'est la démonstration de la tasse à café, puisqu'on parlait de bistrot. Ah bah tiens, on va vous amener une tasse et une petite cuillère. Jean-François, si vous voulez bien vous y coller. Alors, là, faut faire... Non, on est au bistrot. Ouais. On est au bistrot. Bon, vous avez votre tasse de café là, puis bon, vous mettez votre sucre, et puis vous tournez avec la cuillère pour forcément faire fondre le sucre. Ah oui. Alors, il est gaucher, il faut tout inverser, évidemment, oui. Allez-y. Je tourne comme ça. Et il tourne comme ça. Ça veut dire quoi, là, déjà? Alors, il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est bien?
Non. Ah. Maintenant, vous allez. Mais je vais expliquer pourquoi après. C'est pas négatif. C'est pas bien, mais c'est pas négatif. Oui, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas de sucre. Sinon, non, mais allez-y, vous allez voir. Je suis pas Vous allez voir. J'attends qu'il tournez avec l'autre main. Maintenant, tournez avec l'autre main. Je ne sais pas faire. Si, je peux, oui. Voilà, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'autre main. Alors ça, c'est très précis. Ça existe chez beaucoup de gens. Ça veut dire qu'il y a un trouble d'identification. En réalité, c'est ce qui arrive aussi chez beaucoup d'acteurs comiques, par exemple, qui sont en fait des grands tragédiens et qui ne le savent pas. Et c'est quand Jean-François. Formidable. Laissez-le parler, il parle très bien. Mais non, mais vous avez le cas avec Coluche. Coluche n'a jamais été aussi extraordinaire. Il a toujours été bon, mais a-t-il jamais été aussi extraordinaire que dans Ciao Pantin, oui. Est-ce que Junio, qui fait actuellement des films où il fait des rôles sérieux, c'est un comique, Junio, il est plus comique du tout, il est extraordinaire. Je suis sûr que Jean-François Derek, s'il fait un rôle au cinéma de tragédien, eh bien, il sera excellent. Alors, on va poursuivre l'expérience de la tasse à café. Si on lève la cuillère pour touiller, ça veut dire quelque chose? Je sais pas, comme ça. Venez touiller. Je dis pas que je le fais comme ça, je ne sais même pas comment. Vous avez déjà réfléchi à comment vous touillez le café, vous imaginez un peu ce qu'on fait faire aux gens dans ces endroits? Non, mais il touille le café normalement. Si on fait ça, mettons, sans toucher. C'est normal. Par contre, il y a des gens qui font ça. Et avec le petit doigt? Oh là, ceux-là, ils sont atteints quand même. Ça veut dire quoi, ça, par exemple? J'ai jamais vu personne faire comme ça. Ah si, vous allez jamais dans les bistrots regarder les gens touiller leur tasse de café, moi je le fais. Et vous avez des gens qui font ça. Ah oui. Alors ça veut dire quoi, ça? C'est un comportement relique, c'est immaturité. Il y a une autre façon de faire, il y a comme ça, et il y en a aussi qui font comme ça. Oui, c'est un peu ce que vous faisiez tout à l'heure, ça veut dire quoi, ça? Ou comme ça. Ouais, mais ce sont des gens qui ont probablement quelque chose à creuser dans l'instant où ils le font. Et s'ils le font régulièrement, ils ont un véritable problème à creuser et il faut qu'ils aillent voir un psy, par exemple. Et ceux qui mettent des sucrètes, par exemple? Je vois pas. C'est qu'ils s'entendent, entre la sucrète et le Alors, sucre. attendez. Donc là, c'était on va peut-être appeler le téléphone maintenant. Hein, en général, c'est le contraire, mais... Voilà. Il y a aussi une symbolique de la gestuelle au téléphone. Hein. Tout à fait. Alors sachant que Jean-François est gaucher, donc vous le mettez à quelle oreille en général? Ah bah ici, parce que je suis gaucher. Ouais. Quand Jean-François prend un téléphone, c'est pour des raisons logiques, concrètes. Et il n'a pas le temps de rester au téléphone à écouter les gens, il n'a pas de plaisir forcément à rester au téléphone pendant des heures. C'est ça que vous avez vu là, quand il a fait ça? Ah bon? J'ai fait quoi? Non, vous avez mis le téléphone à l'oreille gauche. Mais il est gaucher. Parce qu'il est gaucher. S'il était droitier, il l'aurait mis à l'oreille droite. Ah oui, exact. Alors on a constaté, par exemple statistiquement, que les patrons, les chefs d'entreprise, tous les gens qui ont des responsabilités mettent souvent à l'oreille droite. Et tous ceux qui ont moins de responsabilités ou qui ont des métiers qui les destinent à écouter les autres mettent à l'oreille gauche. Alors on va demander au public si vous le souhaitez ou si vous voulez bien. Pourquoi pas. Tous ceux, essayez de faire le geste avec votre main. Donc quand vous êtes gaucher, si vous mettez à droite, vous êtes des gens qui écoutez, vous avez une attitude d'écoute vis-à-vis des autres, vous êtes plus psychologue finalement, dans le sens large du terme bien entendu, alors que si vous mettez à gauche, vous êtes plus meneur, vous êtes plus homme de décision. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et la même chose pour les droitiers. Donc tous les droitiers, faites-le et vous allez voir que est-ce que vous êtes plus à l'écoute aujourd'hui ou est-ce que vous êtes plus meneur, plus décideur? À mon avis, ils ne vont pas oser me dire que je suis un naze totalement. Vous savez, c'est mon choix, tout est possible. Mais le naze, c'était ça. C'est quand on prend le téléphone et on le met à l'autre oreille. Comme ça, là? Ouais, voilà. Ah, et comme ça, par exemple. Ça, c'est encore pire. Alors ça, c'était le coup du téléphone. On va voir maintenant avec la signification d'autres gestes les plus courants. Quand on met l'index sur la bouche, comme ça... C'est un comportement relique de l'enfance. En fait, on a tous sucé notre pouce, une totote ou autre chose. Et comme on ne peut plus vraiment sucer son pouce devant tout le monde, on fait ça, ou on fait ça, ou on fait ça. Mais c'est une façon de se rassurer, en définitive. Alors, les jambes... Alors, je vous signale... Oui, pardon. Je vous signale que si parmi vous, il y a des gens qui sucent leur pouce en privé... Il ne faut pas se sentir coupable, c'est tout à fait bien. Même quand on a 45 ans. C'est une façon, même à 45 ans, c'est une façon de se rassurer et c'est le seul médicament qui ne coûte rien, qui n'est pas remboursé par la lors d'un entretien d'embauche, on va en reparler dans quelques instants, je ne sais pas si ça fait bon effet. Bonjour. Alors, un petit geste pour déceler un menteur. Quel est le geste qui trahit le menteur? Ça? C'est pas vrai. Vous faites ça des fois? Non. C'est le menteur ou le mensonge? Le menteur, je l'ai vu faire chez Ruquier. C'est vrai? C'est pour faire croire que j'allais mentir. Je voudrais quand même préciser quelque chose que j'ai précisé hier en radio et ça a offusqué le présentateur.
Nous sommes tous en train de mentir, nous sommes tous des hypocrites, et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on se défend. On ne peut pas dire la vérité, on ne peut pas être sincère à tout moment de la vie, quoi. C'est trop dangereux, on risque vraiment de blesser les gens parfois. Mais enfin, il ne faut pas trop faire ça parce que sinon ça se voit trop. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Après, ça fait des rides, après. Le mec, il a la bouche comme ça. Non, non. On a vu la gestuelle tout à l'heure de Jean-François. Là, vous voyez notre public. Qu'est-ce que vous pouvez dire majoritairement sur je sais pas, sur la manière dont ils sont assis. Vous voulez peut-être qu'on fasse une démonstration avec les gens du public? Vous voulez vous lever? Oui, parce que là, ils sont tous très sympas. Eh ben, venez, Jean-François, venez, allez. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans le public qui a une manière d'être, une gestuelle très très particulière là pour l'instant? Quelque chose de très significatif. Il y avait quelqu'un là-bas, le monsieur qui est là, avec Où son ça pull rouge. Qui est là? Ouais. Oui, c'est un très joli geste en fait. Pourquoi? C'est un geste de quoi? C'est un geste de c'est un geste narcissique. Ah. Sachant que narcissisme n'est pas une maladie. C'est le jeune homme qui est là, hein, pour qu'on le voit bien à la carouche. Trépied pour montrer son visage. Et comme c'est un beau jeune homme, bon, ben, il a raison de le faire comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Vous ne saviez pas ça, hein? Qui d'autre encore? Qui avez-vous repéré? Il y avait ce monsieur-là, il était comme ça tout le temps. Il était comme ça veut dire je vais t'en faire... Baver? Non, pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que quand une femme fait ça à un homme sur une terrasse de café, c'est qu'elle a vraiment envie de lui, quoi. Et quand c'est un... Quoi? Mais quand c'est on vous a déjà fait ça, Jean-François? Quand c'est un... café, non. Il dit ça, bon alors, tu te barres ou pas alors? C'est un geste qui vient des Védas indiens. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est un politicien qui fait ça à un autre politicien, ça veut dire je vais te faire un enfant dans le dos, quoi. Ah, sympathique. Et c'est très courant. Ah, vous décelez ça en ce moment en politique? Ah ouais. Oui, vous très le voyez courant. Je ne veux pas régulièrement. citer de nom parce que je ne veux pas me Mm. retrouver... Regardez, ce gars-là, il a une façon très curieuse de regarder. Il a toujours un œil fermé. Ça veut dire quoi, ça? C'est notre caméraman, bien sûr. Eh bien, Joseph Messinger, merci. On lira votre livre sur ces gestes qui vous trahissent. Jean-François, retournez donc vous asseoir. Je crois que vous allez encore en apprendre quelques-unes sur vos comportements. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité qui, lui, va nous dire comment notre regard et nos mains peuvent nous trahir. Il s'agit de Claude Lemaine. Claude, bonjour. Vous êtes psychologue et chasseur de tête. Vous venez souvent à C'est mon choix, car vos enseignements sont pleins de lumière. En quoi notre regard peut-il nous trahir? Eh bien, notre regard peut nous trahir parce qu'il peut donner au discours qu'on a à l'autre exactement le sens contraire, le discours qu'on a avec l'autre, le sens contraire de ce qu'on voulait exprimer. À tort ou à raison? Ça dépend. Il y a des moments où les langages sont verbaux, le langage des yeux contredisant ce que vous êtes en train de dire, ou bien donnant à la communication un tout autre sens. Par exemple, si je regarde Jean-François Derek, allons-y, et que je le regarde dans les yeux pendant que je lui parle. Ne me draguez pas quand même. Voilà, donc je lui parle, je le regarde dans les yeux, c'est très bien. Si pendant que je lui parle, je lui regarde la bouche pendant un quart d'heure en lui disant « ça va bien, vous en ce moment, qu'est-ce que vous devenez ?» C'est un peu tendancieux, Claude. Eh bien voilà, au bout d'un moment... Si je vous regarde, oui, ça va très bien, et vous alors, Oh non, depuis ce matin. Jean-François. J'ai un bon du boulot, parce que j'ai une famille à nourrir. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand on communique, par exemple dans un entretien de recrutement, dans un entretien d'affaires, on doit se borner à laisser le regard aller des yeux à la zone supérieure du front, mais qu'on reste exactement dans cet axe. On ne descend pas, on baisse Il ne jamais faut la surtout garde. pas regarder ni le nez ni la bouche, parce que ça prend automatiquement une connotation que je dirais de séduction sexuelle. Tout à fait. Donc ça, c'est le regard qui nous trahit. Est-ce qu'il y a d'autres regards qui trahissent d'autres comportements? Eh bien, il y a si vous regardez quelqu'un toujours au-dessus de sa tête, c'est je te parle, mais en fait, je pense plutôt, je suis dans mon idéal, et en fait, c'est pas la personne à laquelle on parle qu'on parle vraiment, mais on se parle à soi-même en rêvant. Donc, il faut aussi éviter de regarder les gens au-dessus de leur tête. Il faut éviter de regarder l'oreille gauche ou droite de quelqu'un, parce que là aussi, c'est un regard, globalement, qui est un regard évité. Il faut aussi, quand on commence à parler à quelqu'un, d'abord solliciter la communication, parce qu'il n'y a rien de plus vrai que deux paires d'yeux qui se croisent. Avec les mains? Alors les mains, on va en reparler si vous voulez tout de suite après. Il faut appeler le regard de l'autre en disant « nous nous parlons ». Pendant que nous nous exprimons, nous pouvons de temps en temps, parce que nous nous concentrons sur nos idées, regarder un peu à gauche, à droite, parce qu'il y a un effet de concentration de notre cerveau sur ce que nous disons. Mais lorsque nous avons fini d'exposer cette idée, nous devons absolument revenir
dans le regard de l'autre. Imaginons que je vous explique quelque chose et puis que je parte dans un exposé, qu'à la fin de l'exposé, je reste comme ça. Ce serait extrêmement mal poli. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je reviens vers vous et je vous regarde de nouveau du style « Nous avons fini, c'est à vous maintenant de vous exprimer. J'ai fini de m'exprimer, c'est à ton tour. » Alors, Tout ça, c'est très intuitif, mais c'est très indispensable. Oui, Jean-François. Donc, en gros, vous avez un mec, par exemple, il a bac plus 12, il n'aura pas le boulot parce qu'il a regardé au-dessus du recruteur. Alors que l'autre, il a un CAP, il s'est fait... Hein, autant la psychologie, c'est sympa, bon, quand c'est pour la gestuelle, la séduction, tout ça. Autant quand c'est appliqué à la recherche de l'emploi, c'est quand même plus limite. Hein. Eh bien, surtout qu'il n'y a quand même pas... Surtout que... C'est lui qui les recrute aussi. Oui, en plus, c'est lui, oui. Et comment vous êtes fait recruter, au fait, vous? Exactement par les mêmes méthodes, parce qu'effectivement, il y a des façons de se présenter qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, statistiquement. Donc, et alors, oui. Donc, c'est-à-dire que si on connaît les bonnes façons... On peut truquer. On peut truquer. C'est une des réserves que j'ai, effectivement, à vous donner ce genre de truc. Effectivement, je crois qu'il faut être soi-même. Mais néanmoins, on peut donner des conseils aux gens pour qu'ils ne se mettent pas en situation d'échec dès le premier contact. Alors, il est évident que c'est stressant de se présenter. Au moins, ne pas rater, sous prétexte qu'on est stressé, le premier contact pour avoir une chance de se laisser découvrir dans un second contact. Quel conseil on peut donner ? Eh bien, pour ce qui est du regard, de regarder son interlocuteur, effectivement, dans les yeux le plus longtemps possible. Ne pas à chaque fois... Attendez, parce que quand même, Claude, vous avez quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux. C'est un patron, un chasseur de tête. Il vous regarde droit dans les yeux. Il faut le regarder droit dans les yeux. Ça dure 5 plombes. C'est pire qu'un western. Oui, c'est le premier qui il manque plus que la musique de Sergio Leone et tout le monde est mort à la sortie. Alors non. Il faut savoir détourner son regard de loin en loin, surtout si la personne qui est Et ça peut pas paraître frondeur, hein? Beaucoup moins que le reste. C'est-à-dire que s'il y a un échange, non. Si dans la rue, il n'y a pas d'échange et que quelqu'un vous regarde fixement pendant 5 minutes, au bout d'un moment, cette personne aura envie de vous dire « Mais qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce qui se passe ?» On est bien d'accord. Lorsqu'il y a un échange, l'échange doit se faire le plus possible les yeux dans les yeux. Si la personne vous dit quelque chose d'un peu émouvant ou de perturbant, inconsciemment, vous avez envie de créer une micro-coupure dans le contact et vos cils battent. Ce qu'il faut pour ne pas montrer que ce que la personne vient de vous dire vous émeut, c'est essayer de décaler ce battement de cils. Mais c'est vrai que c'est une technique, il faut s'entraîner. Mais si on vous dit quelque chose qui vous touche, ne surtout pas tout de suite après montrer que ça vous a touché. Essayez de garder une certaine fixité, mais néanmoins faire cette micro-coupure, ce battement de cils un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est un contrôle personnel fort. Quoi qu'il en soit, il faut regarder les gens. Ça limite ceux qui louchent, les myopes, les hypermétropes, ça limite nous. Parce que le gars qui louche, par exemple, il est obligé d'être comme ça. Alors écoutez, je cherche du boulot et franchement, voilà, je suis bac plus 12 et toutes les... Voilà. Non mais alors lui, je vais vite le mettre quand même à la recherche scientifique dans un bureau avec des grosses lunettes, on est bien d'accord, mais c'est pas le problème. S'il a tous les diplômes et toutes les compétences pour faire le boulot. Ah mais ça exclut absolument pas qu'on le retienne. Vous avez affaire à un spécialiste à côté de vous, Jean-François Derek, parce que Jean-François Derek, lui, en ce moment, il se produit au Palais des Glaces et il a un sketch dans son spectacle qui est justement un sketch qui fait référence aux gestes, à ce qui se passe lors d'un entretien d'embauche. Je crois que c'est un chômeur à qui on fait faire un stage pour bien se comporter, voilà, c'est ça? Il va justement chez un type qui lui apprend comment se comporter. Un peu comme Claude Lemaine qui pourrait apprendre justement, un peu comme Claude Lemaine qui pourrait apprendre à ce chômeur à truquer un peu son recruteur. Je propose d'en voir un extrait et vous nous ferez un commentaire après sur le sketch de Jean-François Derek. Bonjour monsieur, je sollicite cet emploi car j'estime avoir toutes les compétences requises. Pardon? Ah, il faut pas se gratter? Ah? Manque de personnalité? Ah bon? Bonjour monsieur, non. Bonjour monsieur, non plus. Bonjour monsieur, je sais. Non. Oui, remarquez ça, je l'ai sorti aussi. Hein. Mais qu'est-ce que je fais avec ces trucs alors? Rien du tout? Comme ça? Bonjour monsieur, je sollicite cet emploi car j'estime avoir toutes les compétences requises pour le poste. C'est bon comme ça? Non, bah oui. Comme ça, d'accord. Je reprends. Ah non, je sais qu'il ne faut pas se gratter, mais là, c'est parce que ça me grattait. Ah bah, il faut pas, c'est pas moi qui décide si ça me gratte ou pas. Hein. Bah, comment non? Oui, non, si c'est moi qui décide, ça me gratte pas, hein, je suis pas... Je constate, Jean-François, que ça vous a gratté au début de l'émission, que ça vous gratte aussi sur scène. Hein. D'abord, un mot sur le « je me gratte », il faut pas? Eh bien déjà, ces micro-démangeaisons-là ne sont pas totalement gratuites.
souvent, quand on a envie d'échapper à certaines situations, on se gratte un petit peu quelque part, on est un petit peu gêné. Alors ça peut être le dos de la main, ça peut être l'intérieur, ça peut être ça. Mais là, ça me gratte vraiment, oui. Alors quand ça vous gratte là, justement, vous vous dites, est-ce que ça m'intéresse vraiment tout ce que je suis en train de raconter bien là sûr, sinon vous ne seriez pas là, Claude. Il y a donc comme ça des gestes qui ces micro-démangeaisons sont dus à une envie d'agir. En l'occurrence, là, ce que faisait Jean-François, c'était j'ai envie de fuir. Je suis mal à l'aise et j'ai envie de partir. Oh non, regardez comme il est bien. Mais quand il faisait dans son sketch, lorsqu'il faisait dans son sketch. Et alors, le problème, c'est que plus vous dites... C'est vrai ce que dit M. Lemoine. Quand on se gratte, c'est parce qu'il y a véritablement un nervosisme, il y a une nervosité qui s'installe et on a envie de s'en aller, de s'en courir, de ne plus être mais là. Quand ça et on gratte, se ça gratte, il faut bien se gratter. Ah bah voilà. Oui, mais c'est parce qu'on est dans une situation où on est stressé, où on est mal à l'aise et on se gratte. Et en fait, on a le chatouillement à ce moment-là. Alors, pas forcément la main, ça c'est un autre débat, mais comme faisait Jean-François Derek, ça c'est évidemment un très bon exemple. Il se gratte Arrêtez, derrière. parce que plus vous le dites, plus ça me gratte. Oui, exact. Alors, vous êtes très hypnotisable, cher ami. Je peux continuer. Oui, je suis une très bonne cliente de ce genre de Plus on choses. sait qu'il ne faut pas se gratter, plus on a envie de se gratter, Et c'est plus ça exactement, démange, c'est plus on pense exactement qu'à ça. ça. Alors, les mains, Il y a très bien- important, les mains. Il y a bien une liaison entre le cerveau. Les gestes, quand c'est très compliqué, vous faites comme ça, alors que ça ne vous démange pas obligatoirement au niveau du cerveau. Tout à fait. Il y a une liaison. Alors, justement, les mains, Alors, les qu'est-ce mains, qu'on puisqu'on- fait de ces mains? Pendant les entretiens de recrutement ou dans les rapports que vous avez pour la première fois avec quelqu'un dans une situation de stress ou commerciale, vous ne devez pas montrer votre stress. Vous devez donner l'impression que vous maîtrisez la situation. Pour ce faire, il faut garder le contrôle et avoir une attitude où vos mains sont les plus calmes possibles. S'il n'y a pas d'accoudoir, on fait quoi? Plus vous les agitez, alors si vous êtes sans accoudoir, vous pouvez légèrement les croiser comme ça. Assise dans le fond du dossier? Alors là, après, il faudrait qu'on revienne vers ce que pense monsieur, mais si vous êtes dans le fond du Ouais, dossier je suis relâché cool. comme ça, c'est je m'en fiche complètement, je suis trop à l'aise. Si je suis très penché comme ça veut dire au contraire, je suis très angoissé et j'ai très peur, je manque d'assurance. Mais si vous êtes assis normalement avec les mains croisées, c'est je me sens bien, tout va bien. Ça, c'est un truc bien. Si vous avez les mains sur le bureau de la personne en face de vous, J'attends que tu m'embauches. ça c'est à la fois je te supplie et à la Oui. fois je veux être très présent dans ta vie et c'est abusif. Et si vous passez sous le bureau de la personne qui vous... Vous faites comme Là, vous êtes embauché ou viré tout de suite. Monica Guette. Non. Quelqu'un qui parle avec les mains. Alors la plupart du temps, ceux qui parlent comme ça avec les mains sont des gens qui veulent se donner une assurance supplémentaire par le geste, doutant un petit peu globalement du poids de leurs paroles seulement. C'est-à-dire que lors d'un entretien, il faut être statique. Si pendant un entretien, effectivement, vous faites sans arrêt des gestes comme ça, vous finissez par détourner l'attention de la personne qui vous voit sur vos gestes en disant « cette personne manque de confiance en elle et a absolument besoin d'appuyer chacun de ses mots par ses gestes ». Ça donne du poids au poids que vous croyez ne pas avoir donné suffisamment à vos mots. Bon, là, on a parlé de l'embauche, c'est bien, mais séduction. Tout à l'heure, Joseph Messager nous a montré un geste qui veut dire j'ai envie de faire l'amour avec toi quand on est une femme. Est-ce que vous connaissez des gestes qui symbolisent particulièrement la drague, l'attirance de quelqu'un pour un autre? Alors on dit que dans le contact avec les gens, ce qui se touche effectivement, ce qu'on appelle l'arc de Cupidon, qui est ici l'arcade qui est au-dessus de la lèvre et qui pendant qu'il parle aux gens se le touche là, c'est effectivement une auto-caresse, mais qui signifie un désir de caresse aussi pour l'autre. Mais pour l'autre ou en général? Pour soi-même si on est très narcissique et que la personne en face ne nous plaît pas. Oui. Pour l'autre si on est en phase effectivement de désir. Vous faites ça souvent avec votre... Tout le temps. Moi, comme ça m'évite de parler. Je fais ça, elle a compris. Il y a autre chose aussi, il y a lorsque vous êtes à table avec quelqu'un, les femmes font très souvent ceci, qui est une manière de dire je mets mon visage, je te le présente en berceau, c'est-à-dire que je me propose à toi, je suis tout à fait disponible. Ah oui, et l'inverse? Si pendant l'entretien, si pendant le dîner vous êtes comme ça, là, en revanche, vous êtes, c'est une guerre retranchée, vous êtes dans votre tranchée, vous vous cachez. Ça c'est je m'offre. Il y a ceci aussi, le coussin. Ça, ah oui, ça c'est, on y va tout de suite. Et après, elle commence comme ça. Puis au bout d'un moment, ça veut dire je commence à m'emmerder. C'est une barbe. C'est pas faux. Puis elle se gratte comme ça, puis elle fait comme ça en disant quand est-ce que je m'en vais. Puis elle regarde l'heure. Et après elle est partie. Alors, on peut parler des mimiques aussi. Il y a des on va voir ça. Je suppose que vous aurez certainement des choses à dire, car c'est notre invité prochain qui va nous parler de cela. Je suppose que vous aurez votre mot à dire là-dessus. Je vous propose d'accueillir René Zaillant. René Zaillant, bonjour. Vous êtes professeur d'éthologie, c'est la science des comportements, à l'université de Louvain en Belgique. Vous dites que nos mimiques trahissent notre pensée. Expliquez-nous ça. Écoutez, 90% des gens se forment une impression vraiment d'une personne étrangère
avant 90 secondes. Tout de suite. Et ce qui compte, c'est évidemment ce qui est visuel et avant tout le visage et particulièrement les yeux et la bouche. Parce que notre héritage... Arrêtez, parce que là, j'ai envie de faire ça. Ben oui, mais il est trop tard, Evelyne, il est trop tard. Ça y est, je suis déjà cataloguée, vous avez vu ça. quoi? Et en fait, nous avons des neurones très spécialisés dans le cerveau qui détectent de très loin les moindres inflexions, vous savez, des sourcils. Par exemple, positif, c'est ça, bien sûr. Négatif, c'est ça. Ou alors, ça. Alors, la bouche, le zygomatique, le sourire, etc., sont détectés d'une manière universelle. D'où l'importance des mimiques faciales. Elles expriment 7 à 8 émotions de base, la surprise, la colère, la tristesse, etc., et elles sont décodées très correctement dans toutes les cultures, contrairement aux gestes. Alors, les mimiques, Jean-François, je suppose que vous en connaissez quelques-unes, vous en faites dans votre spectacle, peut-être? Des mimiques? Oui. Non, pas du tout. Non? Moi, l'autre jour, je rentre chez un marchand d'une quincaillerie, comme ça. Il avait un type qui faisait ça, comme ça. Alors, je lui dis, bonjour, je voudrais une clé de 12. Il me fait une clé de 12? Je me dis, oula, qu'est-ce que je vais demander? Il me dit, bon, je lui dis, vous n'en avez pas? Il me dit, si, je vais voir ce que j'ai. Puis après, il me dit, tenez, envoyez-la une. Je lui dis que c'est une clé de 12. Non, c'est une clé de 12 normale. En fait, il avait des tics. Non, il avait un tic juste. Mais alors, le monsieur, par exemple... Les deux, ils sont rentrés en disant bonjour à tout le monde. Lui, il est rentré, il est allé s'asseoir tout de suite, il a dit bonjour à personne. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ah ben... Ça veut dire qu'il a le trac. Ah, mais j'en sais rien. Non, moi. ça m'étonnerait fort. Tu as pas le trac, toi? Pas du tout. Ah bon? Contrairement aux autres, je n'ai pas des micro-gestes qui abaissent les taux d'adrénaline. Contrairement aux autres, en fait. Dites-moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu à ces comportements. Oui. Il paraît que vous savez détecter un vrai sourire d'un faux. Bien sûr. Le vrai sourire, contrairement à ce qu'on croit, ne commence jamais par ça, mais en fait par un relèvement des sourcils et un mouvement de l'orbiculaire. Donc si quelqu'un vous sourit, comme lui d'ailleurs, lui, pendant son spectacle... Jean-François Derek? Oui, il a énormément de mimiques de surprise, mais ici, il sourit uniquement avec la bouche. C'est assez drôle. Vous avez un petit problème. Il a un dysfonctionnement musculaire, je pense, au niveau du zygomatique. Vous avez dit que, après le côté sympa, après ça casse, tout de suite. Oh oui, mais moi, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec monsieur, les spécialistes, je me méfie des spécialistes comme de la peste. On est gouverné par des spécialistes qui s'intitulent spécialistes, qui s'autoproclament spécialistes. Et on est tellement impressionné par ces spécialistes qu'on dit, oh bah non, il parle, c'est qu'il a vraiment raison. Mais sur quoi vous vous basez pour dire ça? C'est une science bien connue, non, la science. L'éthologie. Mais je vais oui, vous non, mais rassurer. c'est une science inexacte. Non, Même attendez. la science. Moi, j'ai fait des études de physique. Oui. J'ai une maîtrise de physique. La bien. physique. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Ça n'aide pas beaucoup. C'est pas ça. C'est ce qu'on appelle une science exacte. Et même dans les sciences exactes, on apprend qu'il n'y a pas d'exactitude absolue. Alors dans les sciences comme les vôtres, mais il y a une part d'inexactitude énorme. Monsieur, lorsque vous avez certains mouvements stéréotypés comme ça, disons de stress, nous savons que vous libérez certaines hormones telles que adrénaline, noradrénaline, etc. C'est étudié tout à fait scientifiquement. Nous savons que l'ensemble des mimiques faciales sont mieux décodées d'ailleurs par les femmes que par les hommes, mais d'une manière universelle. En revanche, nous savons que seulement 12% des gestes sont décodés de manière universelle. C'est un travail, ce n'est pas du tout intuitif au sens banal du terme. Vous avez étudié les comportements des animaux. Oui. C'est en général la base de l'éthologie d'ailleurs. Oui. Et vous dites que les grands orateurs, les politiques, ont des mimiques extrêmement caractéristiques du monde animal. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, alors il faut d'abord dire, oui en effet, il faut d'abord dire que notre parenté de 98 à 99% avec les chimpanzés explique la similitude d'expression faciale que l'on peut trouver entre les chimpanzés et la totalité des humains. Muscles zygomatiques, muscles corrugateurs, etc. Deuxièmement, les contextes sociaux sont équivalents. Par exemple, les petits chimpanzés, ils rient. On sait que le rire existe chez les chimpanzés. Alors, mes analyses du charisme politique, particulièrement chez les leaders autoritaires, m'ont permis de prédire, par exemple, que les plus grands orateurs, en effet, étaient d'abord extrêmement expressifs, pas du tout constipés et neutres, parce que si vous êtes neutre, on ne peut pas vous attribuer d'émotion. Ils sont donc très expressifs dans un double registre. Le registre de l'hypersociabilité, vraiment l'accueil réceptif, l'affiliation très forte, et l'autorité extrêmement forte. Bon. Et ces leaders-là n'exécutent jamais les moindres mimiques d'évasion ou de peur sociale. C'est-à-dire ça, simplement ça.
Jamais. Édouard Balladur, par exemple, avait ce défaut terrible. Même quand il se voulait amusant ou autoritaire, il était comme ça. Mais c'est que je... Bon, Lionel Jospin était toujours comme ça. Bon, en revanche, Jacques Chirac, avant Chirac, il était extrêmement tendu et ça se voyait pas, vraiment par cette tension de la bouche. Il faisait, écoutez, je vais vous dire, il s'agit vous vous imitez bien en plus. Et en plus, quand on observait bien, il était comme ça. Écoutez, je vais vous dire. Bon, après cela, il a changé et on s'est rendu compte que son corps était dévasté, par exemple. Il était comme ça. Madame Ockrent lui posait une question. Enfin, est-ce que vous êtes candidat? Bien sûr, je suis. Et pourquoi? Écoutez, les Français. Qu'est-ce qu'ils me disent, les Français? La fracture sociale. Bon. Et après cela, quand il est devenu lui-même, toute personne qui le connaît un peu sait qu'il est extrêmement jovial, extrêmement spontané. Quand il parle aux enfants, il dit « Et qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Et qu'est-ce qu'il me fait ?» Et en même temps, c'est un homme extrêmement autoritaire. Il suffit, par exemple, qu'il fasse ça, tout le monde réplique. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui, maintenant, si vous voulez, maîtrise par une forme de rhétorique, une spontanéité qui est très chaleureuse, bien sûr. Et le seul problème qu'il ait, c'est qu'il est un peu théâtral quand il a toujours une caméra. Alors, par exemple, la bonne nouvelle, c'est que quand il est content, il est chaleureux, vous le voyez à son très fort relèvement des sourcils. Il est toujours comme ça. À tel point que quand on le prend comme ça, on a l'impression de la mimique universelle de surprise agréable. Quand on lui parle... Alors, il est toujours comme ça. Quand il sourit, quand il rit, il est très marqué comme ça. Alors, on voit très bien les dents du haut, pas les dents du bas, en souriant comme ça. Bon. Donc, ceci est extrêmement marqué. Et en même temps, quand il prend la parole au nom de la France, il dira « Écoutez, la République ne peut pas transiger là-dessus. Il s'agit en effet de... » Et il fixe droit. Je trouve que vous imitez très bien Laurent Gérard. Hein. Merci. Ce qui est très important. En 2 mots. Juste un mot. Ce qui est très important dans ce qu'il disait René, c'est qu'effectivement, Jacques Chirac est un homme très autoritaire et quand il est très exaspéré, qu'il est sur le perron de l'Élysée, il fait ça. Oui, tout le temps. Bien sûr. Tout le temps. Exaspération. On va poursuivre avec quelque chose qui est important aussi chez les hommes politiques et dans le monde du spectacle, je n'en parle pas, et pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'on en fait souvent, c'est mon choix, c'est la coiffure. Notre prochain invité, il est capable de nous dire qui on est ou comment on est en fonction de la coiffure des personnes. Je vous propose d'accueillir Marc Dugas. Marc Dugas, bonjour. Vous êtes coiffeur et morphopsychologue. Oui. En regardant la coiffure de quelqu'un, vous êtes capable de lui dire quelle personnalité il a? Ou en tout cas, ses traits de caractère fondamentaux? La coiffure, le cheveu, c'est une partie vivante, intrinsèque de nous. Donc à partir de là, on va pouvoir essayer, à travers sa manière d'être coiffé, sa texture, son mouvement, sa couleur, comprendre en fait le personnage tel qu'il fonctionne. Donc par exemple, des cheveux bouclés, on sait qu'il y a la féminité. Des cheveux raides, on sait que l'aspect masculin est plus important. Une coupe structurée, on sait que l'esprit est de toute façon plus structuré aussi. Un bras. Voilà. Des cheveux à la Derek, c'est vrai. Le bonnet sur la tête, ça veut dire quoi? Le bonnet, c'est une coiffure, donc il faut aller chercher dessous, voir pourquoi. Donc, pas bien compliqué. Jean-François, parce que le bonnet sur la tête, ça veut dire que c'est le gars qui n'a pas de cheveux en général. Mais ça veut dire aussi qu'on en a besoin, donc toujours pareil. Donc c'est vrai qu'on croit toujours que ne pas avoir de cheveux, c'est facile. C'est pas toujours facile à expliquer, à assumer. En général, quand il n'y a pas que des gens qui n'ont pas de cheveux qui mettent des bonnets sur la tête, ça veut dire quoi? Quand on n'a pas de cheveux, par principe, on est en pleine lumière. Donc après, il faut assumer. Alors soit on assume et on affronte en fait la lumière, soit on n'est pas très à l'aise et il y a de la sensibilité, il y a de la finesse, en fait tout ça. Et à ce moment-là, on va donc avoir besoin de quelque chose comme des moustaches, une barbe, des cheveux. Donc c'est une manière de se cacher un petit peu, c'est ça, ou de se protéger en tout cas. Oui, c'est la protection. Ce qui est quand même la définition première du couvre-chef. Tout à fait. Alors, vous nous avez apporté 8 dessins qu'on va découvrir sur ce plateau, 8 dessins de coiffure très courantes. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer à quoi ça correspond. Alors, dites-nous un petit peu. Donc, ce qui est intéressant à travers ces dessins, c'est de voir que... Des coiffures classiques, Voilà, des formes de coiffure, des schémas, bien sûr, mais qui vont nous expliquer beaucoup de choses.
Il est évident que lorsque l'on va se retrouver avec des formes bien structurées telles que celle-ci, on va retrouver un esprit... La coiffure de Jean-François Derek, d'ailleurs. Voilà, tout à fait, oui. Donc on a un esprit bien sûr structuré aussi, mais c'est un peu le côté Grace Jones ou le côté militaire. Alors que lorsque l'on va avoir des formes plus souples, avec du volume, là la féminité est plus importante, la souplesse est plus importante, on va avoir aussi plus de réceptivité, donc ça va nous amener tout ça, l'esprit féminin en général. Après, donc en fonction des formes, soit elles sont très proches de la tête. Quand elles sont proches de la tête, c'est qu'on a beaucoup de finesse. On a besoin que les choses soient proches de nous. Mais on va aimer aussi, par exemple, un petit appartement, une petite voiture, des choses qui nous concernent, on n'aime pas quand ça part dans tous les sens. On aime bien ramener les choses à soi. Donc c'est ce qu'on appelle aussi en morphopsychologie la rétraction, donc le besoin intérieur qui est plus important. Dès qu'on a des formes après un peu plus structurées, en fait, et en fonction des volumes, en fait, le volume va aller toujours avec la forme de dilatation, la forme de rondeur d'un visage. Donc, par exemple, lorsque l'on est dans cette forme structurée où les volumes sont sur les côtés, on sait que l'affectif est important, la partie sentimentale. On va retrouver cela en principal. Donc, voilà. Il y en a également d'autres. Oui. Rapidement, les voilà, principales traits de là, on caractère. sait que la partie haute est importante, on sait que la partie intellectuelle, spirituelle va être plus importante, alors que dans l'opposition ici, on va se retrouver... Plus il y a de volume là, plus c'est la voilà, tête, et plus c'est en fait. bas, plus on est... Tout à fait. On va se retrouver effectivement dans cet esprit. Et alors l'idiote qui se fait un chignon. Mais il n'y a pas qu'un chignon, il y a plein de formes de chignons. Ça veut dire qu'on va avoir des chignons dans le bas de la tête, on va avoir des chignons au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus. dans le bas de la tête? Le bas de la tête, c'est toujours la partie instinctive, la partie basse qui est plus importante. Et en haut, c'est l'intellectuel. Oui, en tout cas, la quand cérébrale. À chaque fois qu'on part vers le haut, en fait, on va en fait vers le ciel, tout simplement. Donc l'aspect intellectuel ou spirituel est plus C'est le important. bonnet, c'est l'effet bonnet. Le mec qui se coiffe à l'Iroquois, par exemple. Alors là, il y a les looks, il y a les l'ouest, recherches. Après, bon, il y a beaucoup de looks. Dans l'esprit iroquois, on a aussi la provocation. Donc il y a aussi, on va avoir, en fait, ce qui est intéressant aussi, à travers cette notion d'iroquois, de raser, comme on voit aujourd'hui, dans les sportifs, tout ça. Donc ça, c'est le besoin de prouver qu'on est Beckham, un homme. c'est ça qu'il fait? Comment? David Beckham, c'est ce qu'il fait avec sa coiffure? C'est plus spécifique. Non, Beckham, rien c'est à prouver, spécifique. lui. Non, il est très spécifique, il a beaucoup de finesse, il est très intéressé par son Il a une look. petite crête comme ça. Et il a la coiffure comme il joue, hein, Beckham. Donc il joue avec beaucoup de détails. Donc la coiffure, pour lui, est très importante. Donc on va retrouver, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de cheveux, comme ça, justement, on a l'aspect spirituel d'un côté, comme chez les moines, comme chez les bouddhistes et autres. Puis il y a l'aspect de la provocation, de se dire je suis un mec, enfin avec tout ce que ça comprend. Il y a aussi les mômes se coiffent à l'inverse de leurs parents. Leurs parents, ils étaient un peu babacools, ils avaient les cheveux longs, donc maintenant ils se rasent la tête. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on va retrouver toujours dans les phénomènes de société. Par exemple, dans les années 70, on a vu tous les babacools, donc tout l'esprit des années 70, où les cheveux, donc style Antoine, John Lennon et autres, donc encadraient le visage, tout ça. Et l'esprit était la non-violence, l'harmonie avec la nature, le non-nucléaire dans l'esprit où ça correspond. Si on a des cheveux tirés vers l'arrière, si on les coiffe vers l'arrière, c'est l'action, c'est le besoin de changer les choses, d'agir. Et alors justement, en parlant de changement, quand on change beaucoup de coiffure, est-ce que ça veut dire qu'on change aussi de personnalité? Ou est-ce que finalement, vous savez, ça c'est un truc de bonne femme, les femmes changent souvent de coiffure et finalement elles reviennent toujours à la coiffure initiale, ça veut dire quoi? En fait, elle change. Rien. Ouais. Bon. Non, elle ne change pas autant qu'on le pense. Elle change d'esprit, de forme, mais pas. On ne passe pas d'un cheveu court à un cheveu long comme ça facilement et vice-versa. Hein. Quand on passe d'un cheveu long et court, quand même. Non, mais les deux. À chaque fois que l'on va aller d'un cheveu long vers un cheveu court, ça va toujours être plus d'indépendance. Un besoin de s'assumer, un besoin de plus d'indépendance, un besoin d'aller vers les choses. Chaque fois qu'on va laisser pousser, comme en automne, tout ça, là on a un besoin de se rassurer, de se sécuriser, de plus de calme. Vous n'avez pas remarqué, vous qui êtes justement dans la coiffure, que les femmes qui se font couper les cheveux très courts, en général, c'est parce qu'il y a un changement de vie qui est intervenu? Ça fait partie effectivement de ce besoin de s'assumer un peu plus, de changer de vie, de changer de forme, de changer de mari, pourquoi pas. Donc, moi, je me souviens d'avoir constaté que
lorsqu'une femme se voulait moins désirable et moins sensuelle, elle diminuait sa quantité de cheveux. Et on parlait tout à l'heure des gestes de séduction. Quand vous êtes face à une jeune femme qui veut vous séduire, très souvent elle porte la main à ses cheveux, le cheveu étant justement un de ces gestes de séduction. Quand on est face à quelqu'un qui nous plaît, on a tendance à vouloir se toucher les cheveux, comme si inconsciemment on se disait est-ce que je suis au mieux de moi-même et puis est-ce que je suis bien coiffé. Et j'ai l'impression que quand les femmes veulent changer de vie, elles se raccourcissent souvent leurs cheveux en disant je vais être la moins sensuelle possible pour me ressaisir, pour cesser de me donner et de séduire en face. Moi, je voudrais qu'on prenne, dans le public, vous avez vu, il y a plein de jeunes femmes. Oui. Je voudrais que vous nous disiez, est-ce qu'il y a une coiffure que vous trouvez particulière, très particulière? J'ai une dame au premier rang qui a besoin de cheveux, donc c'est important. Voilà. Où ça? Juste là au premier rang, par exemple. La dame qui est en blanc? Voilà. Non, juste à côté. Voilà. Là? Pourquoi elle a besoin de cheveux? Elle a besoin de cheveux, c'est la rondeur, c'est la féminité. Les cheveux sont importants donc pour elle. Voilà. Ça, c'est important. Donc, on a cette explication de féminité, de besoin d'avoir ces cheveux. Il n'y a aucune femme qui a les cheveux très courts. La dame qui chante comme contre, il y a une dame juste là devant moi, donc juste avec la petite mèche blanche. C'est la dame en mauve. Voilà, comme Grimnise. Donc... C'est la dame qui est en Donc on a de la noir. structure dans sa coupe, c'est intéressant. Et pourquoi elle fait ça? Et parce que le visage, quand on le regarde bien aussi, il est bien structuré, donc il y a de la dépendance, elle sait ce qu'elle veut, elle décide. Donc on va retrouver un esprit bien précis par rapport à ça. C'est simplement que ce matin, elle avait envie de se faire une mèche, elle l'a faite. Non, je ne parle pas de la mèche. Attendez, vous ne pouvez pas parler si vous n'avez pas le micro, jeune homme. Je parle de la structure. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes monsieur Delcourt, je suis. Vous êtes monsieur de madame. Exactement. Je crois que vous vous notez quand même que c'est lui qui répond. Hein. Oui, j'aime bien. Ah, oui. Et c'est moi qui garde le micro. C'est vous qui gardez, Evelyne. C'est arrivé en étant en Thaïlande. C'est-à-dire, on était brûlés par le soleil. Ah, oui. Et d'un seul coup, elle a les jours suivants, elle a une mèche qui est devenue toute blonde. Non, c'est naturel. Elle l'a gardée comme ça. Je ne parle pas de la mèche, hein. Je parlais simplement de la structure. Je désignais la mèche pour désigner la dame. C'est bien pour ça que je ne vous l'avais pas montré de prime abord, parce que je sentais bien que c'était une mèche qui était naturelle et non pas artificielle. Mais je vous en prie, vous êtes là pour vous exprimer. Ça veut dire qu'elle veut changer de mec, il n'y a pas de problème. Oui, la mèche allume toujours le pétard. Alors, on a beaucoup parlé de la gestuelle des mains dans cette émission. On va en reparler dans quelques instants avec notre invitée, notre prochaine invitée, puisqu'elle s'appelle Christiane Peugeot-Perron. Et elle c'est une spécialiste des mains. Elle va nous expliquer à quoi ça sert de comprendre tout cela. Je vous propose de l'accueillir. Bonjour. Vous êtes morpho-chirologue. Oui. Oui. Et vous êtes directrice d'un centre culturel. Vous êtes auteur notamment d'un livre qui s'intitule La chirologie autrement aux éditions Grancher. Moi, je voudrais savoir en quoi les mains sont-elles le reflet de notre personnalité? Dans les mains, on voit tout. On voit le tempérament, on voit le caractère. Pas dans la gestuelle cette fois, dans les mains, la forme des mains. C'est ça. Je ne fais pas de gestuelle, je vais pas faire de concurrence à ces messieurs. Hein. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Donc dans les mains, la forme des mains. Alors on va prendre les mains de Jean-François au hasard. Hein? Oh oui, Jean-François. Regarde, ça va. Regarde, je me suis coupé les ongles. Alors, montrez vos mains un petit peu, qu'on apprenne encore plein de choses sur vous. Je me lève. Oh. Ah, quelle émotivité. Oh. Alors comme ça l'émotivité, c'est quand on se met à transpirer. Oh bah dites, touchez les miennes, moi aussi, hein, j'ai les mains moites, c'est normal. Bah, quand même. Oh. Vous avez les mains moites? Montrez vos mains, trois. Je regarde celle de... C'est pas la moiteur qui est alors, intéressante. on voit quand même des mains beaucoup plus viriles, vous, Dieu merci. Bah heureusement. Et merci pour moi. Coup de bol, hein. J'ai les mains plus viriles. Oh, elle a les mains de la sensibilité. J'espère que votre À quoi vous voyez ça? C'est des mains longues, fines, avec des doigts longs, fins. Alors, celle de Jean-François, dites-nous un peu, là. Les mains de l'artiste. C'est vrai qu'elle est belle jusqu'au bout des doigts. Oh, arrêtez un peu, Joseph, s'il vous plaît. Vous allez me faire rougir. Je regarderai si vous avez les mains d'un flatteur. Oui, très bien, merci Christiane. C'est quoi les mains d'un flatteur? J'ai les mains d'artiste. C'est les mains d'un flatteur, ça? D'ouvrier. J'ai des mains d'ouvrier. Oh, oui, il a des mains d'ouvrier, c'est vrai, il a des mains. Vous avez fait un peu de menuiserie ce matin avant de venir. Ah, très bien. Alors lui, il a les mains de l'émotivité aussi, et il a les mains de la réflexion. À quoi vous voyez ça? Parce que c'est humide. Oui. Parce qu'il fait chaud.
Attends, hein, ça fait 1 heure qu'on est là. Et donc Non, alors, il a des mains avec des Vous nœuds. avez des petites mains. Il a des nœuds. Mais c'est marrant dans Bah le... oui, vous savez à quoi ça sert, les nœuds? Oui. Ça sert à bouger les doigts, regardez. Moi, j'ai pas de nœuds. Et est-ce que ça, c'est des mains d'artistes, de tragédiens, de comiques, je ne sais pas, C'est des mains d'enfants. d'orateurs? Est-ce que vous y voyez quelque Je chose? trouve pas qu'il ait des mains d'artiste, là. Bon, bah c'est raté. Si, attendez. Il a une main d'artiste à gauche et une main de pas artiste à droite. Ah bon? Et ça veut dire quelque chose? L'histoire de la cuillère à café. Oui, Il est pas à sa place. Ah ben oui, c'est bon. Donc il est quand même artiste. Ça, c'est quoi la main? Sauvé, Il super. n'était pas fait pour être artiste, il l'est devenu. Allez, regardez la main et après on va voir d'autres... Alors, donc, à quoi on voit les mains d'artistes? Parce qu'en principe, l'annulaire est beaucoup plus long chez les artistes que chez les autres gens. Ah oui. Alors lui, il en a une où l'annulaire est plus long, c'est celle-là. Ah, celui-là, et là. là où l'annulaire est plus court, c'est celle-là. Donc c'est une moitié d'artiste. Et avec celui-là, j'en cache l'échec alors. Voilà. Voilà, bah, ça doit être ça. Très bien. Alors allez vous asseoir, Christiane, on va vous emmener. Ah, si, le plus long, ouais. C'était plus long que quoi que celui-là. Alors, Christiane, commentez-nous un peu les schémas de mains avec lesquels vous êtes venue. Dites-nous un peu. Alors, celui-là. Alors ça, c'est la main de une quoi? main, comme vous pouvez voir, une main extrême. Je vais vous demander, vous qui êtes voilà. Alors, une main très large, et voilà une main qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus étroite. Ça, c'est un peu comme la main de Jean-François. Hein. Non? Oui, plutôt, oui. Et alors, ça veut dire quoi? Alors, donc, il y a une main dilatée, c'est-à-dire une main qui est faite pour l'expansion, là, et une main rétractée, c'est-à-dire une main qui se replie plutôt sur elle-même. Oui. Les gens qui ont des mains comme ça sont très portés sur l'extérieur, ce sont souvent des manuels d'ailleurs, qui est une qualité d'être manuel. Et les gens qui ont des mains comme ça sont plutôt des gens qui sont intériorisés. C'est très simple, hein. Et mon voisin, qui est morphopsychologue, ne dira pas le contraire. En plus, c'est intéressant parce que là, on va voir du développement de cheveux, de volume par obligation. Ils ont plus de cheveux, les gens. Oui. Ils ont plus de cheveux. Ah non, ce ne sont pas des gens qui auront leurs cheveux, là. Oui, mais ils ont besoin. Moi, je vous trouve un chauve qui a les mains comme ça, vous n'allez pas être déçus du voyage. Les mains fines, on va retrouver un corps fin, un visage fin. Mais moi, j'ai jamais vu des mains avoir des cheveux. Oui, des mains avoir des cheveux? Quelquefois des poils sur... Allez, on continue. Alors ensuite, voilà une autre main. Ça, c'est une main comment, si ça? vous la voyez, c'est une main qui est très enfantine. Oui. Elle a des formes enfantines. Oui. Tous les gens parmi vous qui ont des mains comme ça, ce sont restés des petits Je comprends pas enfants. les formes enfantines, c'est-à-dire? Eh ben, vous voyez bien que c'est des mains avec des petits doigts boudinés, avec des petites formes très rondes. C'est des mains enfantines. Il y a des gens qui ont ces mains-là. Et ça veut dire qu'on est resté un grand enfant? On est resté un enfant, un enfant tout petit, on est court, resté un d'accord. enfant. Alors on peut avoir l'air comme ça, comme tous ces messieurs, un air très sérieux. Et puis s'ils ont des mains comme ça, il y a une zone qui est un élément. C'est très paradoxal. enfantin, Ils cachent leur âme Alors d'enfant. là, vous voyez, à l'inverse, ce sont des mains qui, au contraire, sont des mains. Je le montre à mon voisin. Des mains, Ça, c'est des mains très anguleuses, très non, masculines, très- très viriles, avec des nœuds à chaque doigt. Ce sont donc des mains, au contraire, qui ont beaucoup de maturité. C'est la différence. Quand je vois des mains, je regarde maturité, non-maturité, et c'est extrêmement... ça se voit. Dès qu'il y a des nœuds aux articulations, en fait. Les nœuds, à chaque phalange, il y a un nœud qui arrête la pensée, qui donne le temps de réfléchir. Montrez-moi vos mains. Et quel que soit l'âge de la personne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des oui, nœuds à quel 20 que soit ans. l'âge. Quel que soit le poids. Eh ben, mon voisin, il ne réfléchit pas beaucoup. Le poids. Mais attention, il a quand même une barre de réflexion dans le front, donc il réfléchit Très bien. un petit peu quand même. 5e main. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, ce sont les mains. Je demande à tout le monde de bien vouloir mettre ses mains comme ça, de se regarder dans ses mains. Voit rien Qu'est-ce du qu'on tout. voit dans les mains? Dans les doigts, on voit le front. Dans cette zone-là, on voit la partie du nez. Le nez, vous savez, c'est la respiration. Je peux le sentir, je ne peux pas le sentir. Et dans le bas, on voit la zone des instincts, c'est-à-dire la bouche. Et ça sert à quoi de faire ça? Donc quand on se regarde dans ses mains, on voit toutes ces choses-là sans s'en rendre compte. Si bien que les mains sont une représentation du visage. On se projette dans ses mains. Si bien que celui qui se voit des très longs doigts, il se dit « Oh là là, mais j'ai un grand front ». Et quand on quand on a un grand front, on se dit « Oh là là, mais je suis vachement intelligent », ce qui est faux d'ailleurs. Donc, voyez-vous, dans les mains, on peut se retrouver, on retrouve la personne complètement. D'accord, ok. Et photo numéro 6. Alors,
C'est pareil pour l'écriture. Vous avez les zones du visage, on voit les zones du visage, les 3 zones. La zone de la pensée, la zone des affects, je respire, c'est le cœur, et la zone des instincts. C'est pareil pour la main, nous avons ces 3 zones, et pour l'écriture. Quand vous faites un F, dans le haut, dans les hampes, vous avez la pensée, dans le bas, vous avez la zone des instincts dans les jambages et au centre. Donc on peut vraiment adapter le visage, on le voit dans la main, on le voit dans l'oreille, on le voit dans le corps. On peut voir et les oreilles de Jean-François Derek, vous en pensez quoi? Et regardez ce que je fais avec mes il oreilles. a des grandes J'arrive à les faire oreilles. bouger, par exemple. Moi, je fais ça bien. Attendez, je vois rien. Pas trop. Ouais. Tes oreilles. On est tous des enfants de Jumbo. Mais je croyais que je devais parler des mains, pas des L'éléphant. oreilles. Mais oui, mais attendez, vous parlez de l'oreille. Moi, j'ai trouvé que... C'est vous qui m'entraînez en dehors du sujet. Non, bon, ça a une petite digression. Quand même, les oreilles, c'est intéressant, non? Ça n'est pas révélateur de la personnalité? Bon, ça sera une autre émission. On fera une émission spécialement sur les oreilles. Les oreilles qui bougent. Quelles sont les choses qui vous ont le plus stupéfaite? Stupéfaite, c'est... je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tout ça. Bon, sûrement des tas de choses vraies. Mais en fait, à quoi ça sert? Parce que finalement... Si c'est vrai... Bon, alors les gestes, peut-être on peut modifier certains gestes, mais on ne peut pas modifier la psychologie qui va avec. Donc ça ira pas très loin. On est d'accord. L'émotion, c'est pas de modifier. Et si c'est les histoires de visage, de machin comme ça, on peut rien changer. C'est pour éviter que les gens dissimulent. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que vous êtes sur le fond et ce que vous donnez comme impression. Si vous êtes méchant, désagréable et agressif... Il faut avoir l'air méchant, désagréable et agressif. Il faut l'être, il ne faut pas le cacher. De la même manière, si vous êtes doux, communicatif, il faut que ça se voit également. Puisque je crois qu'on a tout à gagner à être connu pour soi-même, puisqu'il y a des névroses complémentaires. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de trouver quelqu'un de désagréable et d'agressif pour être excité. Et il faut être soi-même. Ah oui, les coups, ça excite. En revanche, dès que vous sentez que vos gestes contredisent votre parole, là, vous créez une mécompréhension entre vous et l'interlocuteur en face. Oui, c'est là qu'on vient à la communication. C'est que comprendre les gestes des autres, c'est aussi parvenir à communiquer et avoir avec les autres un effet miroir qui permet de mieux s'entendre avec les autres. Oui, je te dis d'emblée qui je suis. Tu me prends ou tu me prends pas, mais voilà qui je suis. Peut-être décrypter justement le langage de celui qui vous regarde. Et ça, c'est aussi de l'instinct. Hein. Voilà. Oui, c'est du naturel, bien sûr. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau C'est mon choix nous parler des gestes qui nous trahissent. Merci à Jean-François Derek. Je rappelle que vous êtes jusqu'à fin décembre au Palais des Glaces. On ira vous voir. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.